Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Gilbert Keith Chesterton. L'histoire s'intitule Le secret du père Brown. Flambeau, pendant un temps le criminel le plus célèbre de France, devenu ensuite détective très privé en Angleterre, avait depuis longtemps pris sa retraite de l'une et l'autre profession. D'aucuns prétendent qu'une carrière consacrée au crime avait fait de lui un être trop scrupuleux pour embrasser une carrière de détective. Quoi qu'il en soit, après une vie émaillée de romanesques évasions et de tours de passe-passe, il s'était retrouvé habitant à un endroit qui, selon certains, convenait parfaitement à sa personnalité, un château en Espagne. Encore qu'assez petit, le château était cependant massif, et la vigne noire et les bandes vertes du potager couvraient un carré de bonne taille sur le bistre du coteau, car Flambeau, après toutes ces violentes aventures, possédait encore ce que possèdent bon nombre de gens du Midi, et que l'on ne trouve point, par exemple, chez bon nombre d'Américains: la volonté de se retirer. On constate cela chez bien des propriétaires de grands hôtels, dont l'unique ambition est de se faire modestes paysans. On constate cela chez bien des commerçants de province française qui cessent leur activité à un moment où ils pourraient devenir de détestables millionnaires et acheter toute une rue de magasins, pour se replier sur le calme et le confort d'une vie faite de domesticité et de parties de dominos. De manière fortuite et quelque peu précipitée, Flambeau était tombé amoureux d'une Espagnole, l'avait épousée et avait élevé une famille nombreuse sur leurs terres en Espagne, sans apparemment manifester le moindre désir de sortir de leurs frontières. Mais un beau matin, sa famille le trouva anormalement agité et surexcité. Il devança ses garçonnets, qui couraient comme lui, et dévala la plus grande partie de la longue pente montagneuse pour se porter à la rencontre du visiteur qui traversait la vallée, alors même que ce visiteur n'était encore qu'un point noir dans le lointain. Petit à petit, le point noir grandit en taille, sans que sa forme changeât beaucoup. Il demeura en effet globalement tout à la fois rond et noir. L'habit noir de l'ecclésiastique n'était point connu sur ces collines. Mais cet habit-là, tout ecclésiastique qu'il fût, avait une apparence qui frappait par sa banalité et qui, cependant, avait un air presque guilleré, si on le comparait à une soutane religieuse. Il indiquait de manière aussi visible que le nez au milieu de la figure que celui qui en était revêtu venait des îles du Nord-Ouest. Il portait un petit parapluie trapu, orné d'un pommeau, qui ressemblait à une massue. À sa vue, son ami français en pleura presque d'émotion, car cet accessoire avait figuré dans bien des aventures qu'ils avaient jadis partagées. Cet homme était, en effet, l'ami anglais du français, le père Brown, venu lui rendre une visite depuis longtemps attendue, mais toujours remise. Ils étaient restés en relation épistolaire, mais ne s'étaient point revus depuis des années. Le père Brown fut aussitôt installé au sein d'une famille bien assez grande pour lui donner l'impression générale d'avoir beaucoup de monde autour de lui, voire de se trouver au milieu d'une communauté. On lui présenta les grandes images en bois sculpté, peintes et dorées, des rois mages, ceux qui apportent les cadeaux aux enfants à Noël, car l'Espagne est un pays où tout ce qui touche aux enfants compte beaucoup dans la vie d'un foyer. On lui présenta le chien et le chat et les animaux de la ferme. Mais il se trouva aussi qu'il fut présenté à un voisin qui, comme lui-même, avait importé dans la vallée le costume et les coutumes de pays lointains. Ce fut lors de la 3e soirée du séjour du prêtre dans le manoir que celui-ci eut devant lui un étranger plein de dignité, venu présenter ses hommages à la famille espagnole, avec force courbette que nul grand d'Espagne n'eût pu imiter. Il était grand et mince, un fort bel homme aux cheveux gris, et dont l'élégance des mains, l'éclat des poignets et des boutons de manchette avaient quelque chose d'un peu pesant. Mais son long visage ne montrait rien de la langueur que, dans les caricatures de notre pays à nous, l'on associe avec de grandes manchettes et des mains manucurées.
Il était au contraire étonnamment alerte et éveillé, et le regard inquisiteur avait une intensité candide que l'on associe rarement à des cheveux gris. Cela eût suffi à indiquer la nationalité de cet homme, confirmée par les notes nasales audibles dans sa voix distinguée, et par l'impression qu'il donnait de croire trop promptement que les objets européens qui l'entouraient étaient tous des antiquités. Et de ce fait, cet homme n'était rien moins que M. Grandison Chase, voyageur américain originaire de Boston, qui avait interrompu pendant un temps ses pérégrinations en Amérique, et pris à bail la propriété attenante, un château plus ou moins semblable, situé sur une colline plus ou moins semblable, elle aussi. Son vieux château le ravissait, et il considérait son sympathique voisin comme une antiquité locale du même genre. Ainsi que nous l'avons déjà dit, Flambeau parvenait en effet à donner l'impression de s'être retiré, de s'être enraciné, pourrait-on dire. On aurait pu croire qu'il poussait là depuis des lustres, avec la vigne et le figuier qui lui appartenaient. Il avait repris son vrai nom de Duroc, car son pseudonyme de Flambeau n'avait été qu'un nom de guerre, tels les noms sous lesquels des hommes comme lui partent souvent en croisade contre la société. Il avait beaucoup d'affection pour son épouse et pour sa famille. Il ne s'aventurait jamais plus loin que ne l'exigeaient ses petites parties de chasse. Pour le globe-trotter américain, il incarnait la quintessence de cette respectabilité joviale et de ce luxe mesuré que l'Américain avait la sagesse de voir et d'admirer chez les peuples de la Méditerranée. La pierre qui roule, venue de l'ouest, était heureuse de prendre un peu de repos sur ce rocher méridional qui avait amassé tant et tant de mousse. Mais M. Chase avait entendu parler du père Brown, et son ton changea quelque peu, comme lorsqu'on s'adresse à une célébrité. L'instinct de l'enquêteur s'éveilla en lui, un enquêteur plein de délicatesse, mais très concentré. S'il essaya de soutirer de l'information du père Brown, comme s'il était en train d'extraire une dent, il le fit en ayant recours à la technique la plus indolore du dentiste américain le plus habile. Ils étaient assis dans une espèce de cour extérieure attenant à la maison, en partie découverte, comme on en trouve souvent à l'entrée des demeures espagnoles. Le soir tombait et il faisait presque noir, et comme l'air de la montagne devint plus mordant après le coucher du soleil, il y avait sur le dallage de pierre un petit poêle dans lequel luisaient des yeux rouges, tels ceux d'un farfadet qui dessinait des formes rouges sur le carrelage. Mais leur rayonnement atteignait à peine les briques les plus basses du grand mur nu de briques brunes qui s'élançait très au-dessus de leur tête dans la nuit d'un bleu profond. On distinguait à peine dans le crépuscule la haute silhouette à la large carrure de Flambeau et ses imposantes moustaches en forme de sabre, tandis qu'il allait et venait, tirant d'un grand tonneau à vin à la robe sombre qu'il offrait à ses hôtes. Dans son ombre, le prêtre semblait petit et tout rabougri, comme s'il se blottissait auprès du feu. Mais le visiteur américain, lui, était élégamment penché en avant, le coude sur les genoux, les traits anguleux de son visage en pleine lumière. Ses yeux brillaient d'une intelligence emplie de curiosité. « Je puis vous assurer, monsieur, disait-il, que nous considérons votre exploit dans l'affaire du meurtre au clair de lune comme le plus remarquable triomphe qu'ait connu l'histoire de la science de la détection. » Le père Brown murmura une réponse. Certains auraient pu penser que ce murmure était un peu comme une plainte. L'étranger poursuivit avec détermination. « Nous connaissons fort bien les prétendus exploits de Dupin et consorts, ainsi que ceux de Lecoq, de Sherlock Holmes, de Nicolas Carter et d'autres incarnations imaginaires exerçant l'art du limier. Mais nous constatons que, par bien des côtés, il y a une différence marquée entre votre approche à vous et celle des autres têtes pensantes, qu'elles soient imaginées ou réelles. D'autres se sont demandé, monsieur, si ce qui différencie votre méthode, c'est que peut-être vous n'en avez pas. » Le père Brown resta silencieux. Puis il sursauta légèrement, un peu comme s'il s'était assoupi près du poêle, et dit « Je vous prie de m'excuser, oui, pas de méthode, pas de tête non plus, j'en ai peur.
Je dirais plutôt pas de méthode scientifique, de celle qui recourt à une classification stricte des faits, reprit l'interrogateur. Edgar Poe a écrit au pied levé plusieurs petits essais, sous forme de conversation, dans lesquels il explique la méthode de Dupin et ses liens subtils avec la logique. Le docteur Watson dut, lui, écouter des exposés extrêmement précis concernant la méthode de Holmes et tout ce qui a trait à l'observation des détails matériels. Mais personne ne semble encore avoir essayé de faire un rapport circonstancié de vos méthodes, Père Brown. Et j'ai appris que vous aviez décliné l'offre qui vous était faite de donner une série de conférences sur le sujet aux États-Unis. Oui, dit le prêtre en fronçant les sourcils en direction du poêle. J'ai refusé. Votre refus a donné lieu à un nombre surprenant de conversations bien intéressantes, fit remarquer Chase. Je puis dire que, chez nous, certains prétendent que votre science ne peut être expliquée, car elle participe de quelque chose qui va au-delà de la science telle qu'on la connaît. Ils prétendent que votre secret ne doit pas être révélé, car il est de nature occulte. « Il est quoi ?» demanda plutôt sèchement le père Brown. « Eh bien, quelque peu ésotérique, » répliqua l'autre. « Permettez-moi de vous dire que les gens se sont mis dans tous leurs états à propos du meurtre de Gallup et à propos du meurtre de Stein. Et puis il y a aussi le meurtre du vieux Merton. Et maintenant c'est le meurtre du juge Gwain et le double meurtre perpétré par Dalmon, personnage bien connu aux États-Unis. Et à chaque fois, vous étiez là, sur place, en plein dans l'action, expliquant à tout le monde comment ça s'était produit, et cachant toujours à tout le monde comment vous étiez au courant. Aussi, certains ont-ils commencé à penser que vous étiez au courant, en quelque sorte, sans avoir vu. Et puis Carlotta Brownson donna une conférence sur les formes pensées, en illustrant ses propos ésotériques d'éléments tirés des affaires dont vous vous êtes occupé. La communauté des sœurs de la seconde vue d'Indianapolis. Le père Brown continuait de regarder fixement le poêle, puis il dit d'une voix forte, mais comme s'il n'avait pas conscience qu'on pût l'entendre. « Oh, permettez, cela ne va pas du tout. »« Je ne vois vraiment pas comment on pourrait l'empêcher, » rétorqua M. Chase avec humour. « On ne contient pas si facilement la communauté des sœurs de la seconde vue. À mon avis, la seule manière d'arrêter tout cela est que vous nous livriez votre secret. » Le père Brown gémit. Il se prit la tête entre les mains et demeura ainsi un moment, comme envahi par un tumulte de pensées silencieuses. Puis il releva la tête et dit d'une voix morne. « Très bien. Il me faut donc livrer mon secret. » Son regard parcourut sombrement toute cette scène obscure, allant des yeux rouges du petit poêle à l'austère étendue de l'antique mur sur lequel se détachaient de plus en plus clairement les étoiles lumineuses du sud. « Le secret, c'est que, dit-il, puis il s'interrompit, comme s'il était incapable de continuer. Il se remit ensuite à parler et dit « Voyez-vous, c'est moi qui ai tué tous ces gens. »« Que dites-vous » reprit l'autre d'une petite voix rompant le vaste silence. « Vous comprenez, je les avais tous assassinés moi-même, » expliqua le père Brown patiemment. « Alors bien sûr, je savais comment ça s'était passé. Grandison s'était dressé de toute sa hauteur, tel un homme soulevé jusqu'au plafond par une sorte de lente explosion. Toison l'autre, incrédule, il réitéra sa question. « J'avais très soigneusement préparé chacun des crimes, » poursuivit le père Brown. « J'avais très exactement supputé comment de tels actes pouvaient être perpétrés, et dans quel état d'esprit un homme devait se trouver pour effectivement les accomplir. Et quand je fus certain d'être exactement dans les mêmes dispositions que le meurtrier, alors, bien sûr, je sus qui il était. » Chase laissa échapper un soupir étranglé. « Vous m'avez fait bien peur, dit-il. Un instant, j'ai vraiment cru que vous vouliez dire que vous étiez le meurtrier. L'espace d'un instant, j'ai presque vu la nouvelle placardée dans tous les journaux des États-Unis. Un limier du Seigneur exposé au grand jour pour meurtre. Les 100 crimes du père Brown. Oh, naturellement, si c'est simplement une façon de parler, et si cela signifie que vous avez tenté de reconstruire la psychologie. » Le père Brown tapota sèchement sur le poêle
la courte pipe qu'il se préparait à bourrer. Une grimace d'irritation, manifestation très rare chez lui, contracta son visage. « Non, non et non, dit-il d'un ton proche de la colère. Ce n'était pas simplement une façon de dire. Voilà ce qui arrive lorsqu'on essaie de parler de choses profondes. À quoi servent les mots? Si vous essayez d'exprimer une vérité qui est simplement virtuelle, les gens pensent toujours que vous vous exprimez simplement de façon métaphorique. Un homme, un vrai, bien vivant, avec 2 jambes, me dit un jour « Je ne crois au Saint-Esprit qu'en un sens spirituel. » Je lui répondis comme il se doit. « En quel autre sens pourriez-vous donc croire en lui ?» Alors là, il pensa que je voulais dire qu'il n'avait besoin de croire en rien d'autre qu'en l'évolution, ou en la fraternité éthique, ou en quelque autre ânerie. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je me suis vraiment vu, moi, mon vrai moi, en train de commettre ces meurtres. Je n'ai effectivement pas tué ces hommes à l'aide de moyens matériels, mais là n'est pas la question. N'importe quelle brique, n'importe quelle pièce venant d'une machine quelconque aurait pu fournir le moyen matériel de les tuer. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ruminé et ruminé encore, en me demandant comment un homme pouvait en arriver là, jusqu'à ce que je me rende compte que j'y étais effectivement parvenu moi-même, en toute chose, excepté de finalement consentir au passage à l'acte proprement dit. Un de mes amis me suggéra un jour de me livrer à cet exercice dans le domaine religieux. Je crois qu'il l'avait emprunté au pape Léon XIII, un pape que j'ai toujours considéré plus ou moins comme l'un de mes héros. « Je crains, dit l'Américain, d'un ton où perçait encore le doute, et tout en gardant un œil sur le prêtre comme s'il s'agissait d'un animal sauvage, qu'il vous faudrait m'expliquer bien des choses avant que je ne comprenne ce que vous étiez en train de nous dire. La science de la détection... » Le père Brown fit claquer ses doigts avec la même vive irritation. « Nous y voilà, s'écria-t-il. Voilà précisément le point sur lequel nous divergeons. La science est une grande chose quand on y a accès. Pris au sens propre, c'est l'un des mots les plus sublimes du monde. Mais quel sens les hommes lui donnent-ils, 9 fois sur 10, lorsqu'ils l'utilisent de nos jours? Lorsqu'ils affirment que la détection est une science, lorsqu'ils affirment que la criminologie est une science, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il faut se tenir à l'extérieur de l'homme et l'étudier comme s'il était un gigantesque insecte, en vertu d'une approche d'où l'émotion est absente et qu'ils qualifient d'impartiale, et en vertu de ce que moi j'appelle une approche inerte et déshumanisée. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il faut prendre des distances considérables par rapport à l'homme, comme s'il était un lointain monstre préhistorique, examiner par le menu la forme de son crâne de criminel, comme s'il s'agissait d'une espèce d'excroissance inquiétante, telle la corne sur le nez d'un rhinocéros. Quand un scientifique parle d'un type, il ne fait jamais référence à lui-même, mais toujours à son voisin, et probablement à un voisin plus pauvre que lui. Je ne dis pas qu'une approche où l'émotion est absente ne soit pas bonne quelquefois, encore que, d'une certaine manière, cela soit à l'opposé même de la science. Bien loin de constituer un moyen d'accéder au savoir, c'est en fait une façon de supprimer ce que nous savons. C'est traiter un ami en étranger et se donner l'illusion que quelque chose qui nous est familier est en fait loin de nous et entouré de mystères. C'est comme dire qu'un homme a une trompe entre les yeux ou qu'il tombe en syncope et perd connaissance une fois toutes les 24 heures. Eh bien, ce que vous appelez le secret, c'est exactement le contraire. Je n'essaie pas de me tenir à l'extérieur de l'homme, j'essaie d'entrer dans la peau de l'assassin. C'est en fait bien plus que cela, comprenez-vous. Je suis vraiment à l'intérieur d'un homme. J'actionne ses bras et ses jambes, mais j'attends de savoir que je suis à l'intérieur d'un assassin, que j'ai fait miennes ses pensées, et que je me débatte avec ses passions, jusqu'à ce que je me sois coulé dans le moule de sa haine difforme et scrutatrice, jusqu'à ce que je voie le monde avec son regard torve et ses yeux injectés de sang, regardant entre les œillères de sa concentration débile, considérant la perspective nette et ramassée d'une route toute droite qui conduit à une mare de sang, jusqu'à ce que je sois un meurtrier pour de vrai. « Oh, dit M. Chase, en le considérant avec une mine longue et sévère, avant d'ajouter, «
Voilà donc ce que vous appelez un exercice religieux? Oui, répondit le père Brown. Voilà ce que j'appelle un exercice religieux. Après un instant de silence, il reprit. Il est si vrai qu'il s'agit d'un exercice religieux que j'eusse préféré n'en avoir rien dit. Mais je ne pouvais vraiment pas vous laisser aller raconter à tous vos compatriotes que je pratiquais une magie secrète en lien avec les formes pensées, n'est-ce pas? Je me suis mal exprimé, mais c'est la vérité. Nul homme n'est bon pour quoi que ce soit, tant qu'il n'a pas mesuré le degré de son incompétence, réelle ou potentielle, tant qu'il n'a pas pris conscience précisément des limites du droit qu'il croit avoir de regarder les gens de haut et de ricaner et de parler des criminels comme s'ils étaient des singes dans une forêt située à des dizaines de milliers de kilomètres, tant qu'il n'a pas compris qu'il se trompait lui-même en parlant de façon vile des espèces inférieures et des crânes qui font apparaître des carences, tant qu'il n'a pas totalement exprimé de son âme la dernière goutte de l'huile des pharisiens, tant que son seul espoir est d'avoir d'une manière ou d'une autre capturé un criminel et de l'avoir mis, le corps et l'esprit bien conservés, sous son propre chapeau. Flambeau s'avança et remplit de vin espagnol un grand verre à pied, qu'il mit devant son ami, comme il en avait déjà mis un devant son autre invité. Alors, pour la première fois, il prit la parole. Il me semble que le père Brown vient de vivre une autre série de mystères. Nous en parlions l'autre jour, je crois. Il a eu affaire à de drôles de gens depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Oui, je connais plus ou moins les histoires, mais pas la manière dont elles ont été traitées, dit Chase, en levant pensivement son verre. Peut-être pouvez-vous me donner des exemples. Dites-moi, est-ce que vous avez traité cette dernière série en utilisant cette méthode introspective? Le père Brown leva lui aussi son verre, et sous l'effet de la lueur du feu, le vin rouge devint transparent, comme l'est le verre couleur de sang. D'un rouge sublime, d'un vitrail de martyr, la flamme rouge sembla retenir son regard et l'absorber tandis qu'il y plongeait de plus en plus profondément, comme si cette coupe contenait à elle seule une mer rouge du sang de tous les hommes, et comme si son âme était un plongeur s'abîmant sans fin dans une sombre humidité et une imagination invertie, dans des profondeurs au-delà des monstres les plus profonds et de la vase la plus antique. Dans cette coupe, comme dans un miroir rouge, il vit bien des choses. Ses faits et gestes des derniers jours y jouaient en ombre écarlate. Les exemples que ses compagnons demandaient dansaient en forme symbolique, et toutes les histoires que nous racontons ici passaient devant ses yeux. Le vin lumineux s'était transformé en un vaste coucher de soleil rouge sur des plages de sable d'un rouge profond, où se dressaient de sombres formes humaines. L'une de ces formes était à terre, et une autre courait dans sa direction. Puis le coucher de soleil donna l'impression d'éclater en taches de couleur. Des lampes rouges qui se balançaient dans les arbres du jardin, et un étang que les reflets faisaient rougeoyer, toute la couleur sembla ensuite se rassembler, à nouveau, en une grosse rose de cristal rouge, un bijou qui irradiait le monde comme un soleil rouge, hormis l'ombre d'un personnage de grande taille portant une coiffure en hauteur, telle celle d'un prêtre des temps les plus reculés. Puis la couleur s'estompa, jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien que la flamme d'une barbe rouge et hirsute qui flottait au vent sur une lande grise et sauvage. Toutes ces choses que l'on pourra envisager plus tard, sous d'autres angles, et dans un état d'esprit autre que celui du prêtre, lui revinrent en mémoire du fait de la demande qu'on lui avait exposée, et elles commencèrent à s'organiser en anecdotes et en arguments. « Oui, dit-il, en portant doucement la coupe de vin à ses lèvres, je me souviens assez bien. » Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.